Jack, lors de la cérémonie funéraire de son camarade, aperçut soudainement une lueur à travers un tas d'herbe près du cimetière. À terre, attention! En entendant des tirs, la foule se dispersa rapidement. Cependant, Jack et son équipe se réfugièrent derrière des pierres tombales, se rapprochant du tireur, dont les positions semblaient relativement proches. Grâce à son analyse du bruit des balles, Jack comprit qu'il s'agissait de 2 tireurs embusqués, leur portée étant limitée par les armes de point. Jack décida alors de se porter volontaire comme appât pour attirer l'attention des tireurs, permettant à l'équipe, dirigée par Negri, d'exploiter l'opportunité. Putain, fais chier. En voyant son coéquipier tomber, le tueur survivant s'enfuit rapidement. Jack, déterminé, se lança immédiatement à sa poursuite. Cependant, en raison de sa taille imposante, il n'était pas assez agile, et le tueur gagna rapidement du terrain. Au moment crucial, l'officier Russo arriva à la rescousse. Jack monta rapidement dans le véhicule et se lança dans une course-poursuite sur la route. Mais là, Jack réalisa que les compétences de conduite de Russo étaient catastrophiques. Tu vas perdre notre meilleure piste. Tu veux conduire? Ouais. Il saisit alors le volant des mains de Russo et se dirigea droit vers le virage. Comme on dit, n'importe qui peut accélérer en ligne droite, mais la vraie vitesse se trouve dans les virages. Jack appuya sur l'accélérateur et percuta le tueur. Je tiens à te dire que t'es un danger public. Tu conduis comme un aveugle. Arrivé près de la porte du véhicule du tueur, ils constatèrent que celui-ci avait perdu sa volonté de résister. L'officier Russo voulait l'arrêter pour l'interroger, mais Jack intervint, disant que l'attaque en pleine journée prouvait que le maître derrière ce tueur avait déjà abandonné tout espoir. Il ajouta que les interroger maintenant serait une perte de temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu regardes ailleurs. Vous allez pas faire ça? En refusant de me dire ce que tu sais, tu protèges les meurtriers de mes amis. Je vais pas perdre mon temps en technique d'interrogatoire conventionnelle. Je vais simplement serrer jusqu'au bout. Alors s'il y a un moment tu sens que t'as envie de te confier avant de rendre ton dernier souffle, fais-moi signe. Le tueur, sentant qu'il allait suffoquer, cligna des yeux en direction de Jack. Jack comprit que ce tueur avait été envoyé par Langston, et qu'il ne lui remettrait jamais tout l'argent en une seule fois. Il demanda alors au tueur où la transaction aurait lieu. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Mais moi je le connais pas, votre Langston. Alors qui t'a engagé? Un mec qui s'appelle Swan. Jack fut choqué, incapable de croire que Swan pourrait le trahir. Pour élucider tout cela, Jack plaça un dispositif d'écoute sur le tueur, le laissant se rendre seul au lieu de la transaction. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que l'explosion se produise dès que le tueur ouvrit la porte. Après l'incident, ils se réunirent dans un parc pour en discuter. O'Donnell insista sur le fait que Swan avait forcément trahi leur groupe. Jack s'apprêtait à réfuter cette idée lorsque l'officier Russo arriva sur les lieux. Il informa le groupe que la police, après enquête, avait trouvé uniquement le corps du tueur sur place. Cela prouvait que le maître derrière l'attaque tentait de les piéger en leur tendant un piège. À ce moment, Jack se souvint de la première fois où ils avaient été pourchassés, après être allé à l'adresse fournie par Marlowe, la représentante de la nouvelle technologie. Il pensa qu'elle pourrait savoir quelque chose et envoya Negri chez elle pour enquêter. Cependant, dès qu'ils entrèrent, ils trouvèrent la maison en désordre. Negri supposa qu'un groupe de ravisseurs était passé par là, mais Dixon, plus observateur, remarqua que la brosse à dents et le dentifrice manquaient. Si c'était des ravisseurs, ils ne se seraient pas souciés de l'hygiène buccale de l'otage. Cela signifiait que Marlowe savait quelque chose et qu'elle avait dû fuir précipitamment. Le soir, ils découvrirent la voiture abandonnée de Marlowe sur le bord de la route. Bien qu'elle l'ait abandonnée et s'en soit échappée, Jack pensa qu'elle pourrait avoir pris un encas avant de partir. Ils se rendirent donc dans un magasin de proximité pour consulter les caméras de surveillance. Effectivement, Marlowe avait acheté un hot dog et un pain, et sa fille semblait tenir une console de jeu en ligne. En voyant cela, Negri se rappela qu'il avait vu un disque de jeu chez Marlowe le jour même. Il ne s'était pas rendu compte que ce disque deviendrait un outil pour traquer Marlowe. J'ai son adresse. Sérieux, les gars? Son adresse IP ou son adresse? Les deux. Dès que Jane s'est mise à jouer, bon, elle est pas très douée entre nous, j'ai dit au technicien de mon boulot de la localiser. On a une adresse à 1 heure d'ici. Allez, on se rhabille. Fini les petits bisous. À ce moment, Marlowe, pour échapper à la poursuite, s'était réfugié chez son amant. L'homme croyait que sa chance était enfin arrivée. Mais la seconde suivante, il remarqua que l'irrigation de son jardin avait été mystérieusement activée. Pensant que le système était en panne, il sortit vérifier. Pas un bruit. C'était l'homme le plus puissant de la prison. Tandis que les autres détenus avaient du temps libre, lui était surveillé en permanence par les gardiens. En effet, dès qu'il perdait son calme, il tuait quiconque se trouvait près de lui. Même les gardiens en avaient peur, préférant rester à distance. Mais cet homme redoutable fut un jour recruté par un nouvel arrivant. Un certain Danny, un ancien capitaine de football, avait fait son entrée en prison. Ce dernier, bien qu'il ait une expérience de combat impressionnante, était surtout connu pour son pied droit capable d'exploser une voiture d'un seul coup. Pourtant, c'était pour avoir truqué des matchs qu'il avait fini derrière les barreaux. Ses camarades de cellule le détestaient pour ses actions, et les gardiens ne lui accordaient aucune sympathie. Dès son arrivée, il se vit assigner les tâches les plus sales et les plus épuisantes. Ensuite, le chef local de la mafia vint également le voir. En réalité, c'était à cause de Danny et de ses matchs truqués que le chef avait perdu toute sa fortune.
Il jura qu'il ne laisserait pas Danny sortir vivant. Heureusement, un retournement de situation survint. Le directeur de la prison proposa à Danny de former une équipe de football composée uniquement de détenus, afin de jouer contre l'équipe des gardiens. Danny accepta sans hésiter. Mais lorsqu'il commença à choisir ses joueurs, il se heurta à un problème, tous les détenus étaient totalement novices en football. Il y avait un gros homme qui avait une bonne posture, mais ne pouvait pas toucher le ballon, d'autres qui lançaient le ballon en l'air, et tous avaient un niveau physique insuffisant. Danny se rendit vite compte que les détenus les plus athlétiques étaient des membres du gang du chef, mais ces derniers ne désiraient qu'une chose, le tuer. Demander à quelqu'un de les rejoindre était impensable. Ce jour-là, après sa douche, Danny attira l'attention des sbires du chef. Une bagarre éclata, mais au moment critique, les gardiens arrivèrent. Danny cacha immédiatement son couteau sous une serviette, et personne ne dénonça l'incident. En apprenant cela, le chef décida finalement de prêter ses hommes à Danny. Ainsi, les membres de l'équipe de football furent enfin réunis. Cependant, il leur manquait encore un gardien de but crucial. Après avoir appris la situation de Jason, Danny prit son courage à deux mains et lui lança une invitation. Un ivrogne en état d'ivresse au volant a été ramené au commissariat par 2 policiers. Il sentait si mauvais qu'il a failli faire s'évanouir l'agent d'accueil. L'ivrogne n'avait sur lui qu'un glucomètre. L'agent n'y a jeté qu'un coup d'œil et l'a négligemment jeté dans une boîte. Ils l'ont enfermé dans une cellule, puis sont partis directement. Dès que les policiers sont partis, l'ivrogne s'est soudain levé et a commencé à faire les 100 pas avec Jack en face. Cet homme s'appelle Tom. C'est un tueur professionnel. Il a simulé une conduite en état d'ivresse pour entrer ici et tuer Jack. Mais Jack n'a pas peur du tout, car ils sont chacun dans leur cage de fer. Et Tom n'a aucune arme sur lui. Alors Jack commence à se moquer de Tom. Mais Tom s'assoit simplement par terre, comme s'il attendait quelque chose. À ce moment, la policière dehors découvre que Jack a 22 arrestations à son actif, mais qu'il a toujours été acquitté. Il n'y a qu'une seule explication. Jack semble avoir une protection officielle. À ce moment dans la prison, Tom regarde le chronomètre de sa montre arriver à 0. Il enlève ses vêtements et se prépare à exécuter son plan. Et le glucomètre d'alors libère de la fumée pile à l'heure prévue. À ce moment, un autre ivrogne se réveille, se dresse près de Tom et commence à le provoquer. Mais Tom l'ignore complètement jusqu'à ce qu'il entende l'alarme incendie. Tom assomme en seulement 2 coups cet ivrogne puis se met à appeler les policiers. À ce moment, comme tous les policiers sont distraits par l'alarme, seul le commissaire entend les cris et entre dans la prison. Il ouvre immédiatement la porte de la cellule et se dirige vers le blessé. Bien que Jack prévienne sans cesse le commissaire de faire attention derrière lui, celui-ci n'a aucune méfiance et se fait directement assommer par Tom, qui s'est emparé du pistolet, tire directement sur Jack. Mais Jack évite tous les tirs. Les policiers qui entendent des coups de feu se précipitent rapidement vers la prison. Au moment où Tom ouvre la porte de la cellule et s'apprête à abattre Jack, une policière l'a déjà dans sa ligne de mire. Partie côté gauche, s'il vous plaît. La femme a volé une voiture de police et a prévu de traverser la frontière pour s'échapper. À ce moment-là, 2 vrais policiers sont soudainement apparus derrière elle. Lisa ne pouvait que hocher la tête rigidement, faisant semblant de saluer ses collègues. Puis elle tourna la tête de l'autre côté. En fait, il y avait une autre voiture de police là-bas. Les agents à l'intérieur la regardaient aussi. Son complice Jack est arrivé au checkpoint dans un camion. Il y avait 500 kg de contrebande dans le camion de Jack. Tout en parlant à la police, il a continué à pincer nerveusement ses lèvres et à transpirer en quelques secondes. De plus, la police a remarqué des blessures qu'il avait rapidement bandé aux mains. L'agent retourne dans la cabine pour vérifier les plaques d'immatriculation dans le système, mais la mauvaise nouvelle est que les plaques d'immatriculation sont fausses. Si le système les reconnaît, tout le plan sera exposé. Il est temps de le faire sauter. Tom, le chef de l'équipe opérationnelle, a appelé le checkpoint et a dit qu'il avait trouvé un véhicule suspect qui venait d'arriver. Pour soutenir l'histoire de Tom, Jerry doit jouer le méchant, attirer l'attention de la police et semer la confusion ici. Il a appuyé sur l'accélérateur, a fait marche arrière, agissant comme s'il tentait de s'échapper. Lisa a immédiatement répondu dans la voiture de police. Elle a allumé la sirène et a demandé aux agents à proximité d'arrêter le fauteur de trouble. En voyant Jerry rire dans la voiture, les agents n'ont vraiment pas pu s'empêcher. Ils se sont tous précipités ici. Pendant ce temps, un coéquipier dans l'autre voiture sort ses papiers d'identité et emmène l'agent qui garde le camion de Jack à l'aide. L'agent partit immédiatement. Au milieu du chaos, les coéquipiers saisissent l'occasion d'ouvrir les obstacles et de faire passer le camion de Jack par le point de contrôle.